Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le représentant du gouvernement, je dois vous dire d'abord quelle joie, quel plaisir j'ai de m'adresser aujourd'hui devant vous dans cette maison de la démocratie mexicaine, et moi-même ayant un profond respect pour les parlementaires, qu'ils soient de la maison haute, de la maison basse, ayant été moi-même député pendant 13 Yo ans también fui avant diputado d'accéder à la durante fonction 13 años antes de Je tener tiens la función de à primer remercier ministro. votre président de m'avoir Y invité, car la agradezco a dernière su fois qu'un presidente por Premier haberme ministre invitado, luxembourgeois, porque la última vez que un un problema de ministro traducción, de Luxemburgo, uno, el dos, tres, español no está bastante para hablar el español, todo el español. disculpen, mi español no es bastante bueno, pero uno, dos, tres, ¿escuchan en español? ¿Sí? ¿Escuchan? ¿Me Sí. escuchan en español? Sí. Entonces todo bien. La dernière fois que La última un Premier vez ministre que un luxembourgeois est primer venu au ministro Mexique, de Luxemburgo j'avais vino 7 a ans. México, yo tenía 7 años. C'était en 1980. Era en Il était 1980. temps de se revoir, le temps d'apprendre de nouveau à se connaître et aussi de pouvoir échanger. Je tiens à remercier votre président qui a voulu justement mettre l'accent sur les relations qui existent, aussi sur les relations futures qui doivent exister entre nos pays, entre nos continents, qui est l'Europe et le vôtre, le Mexique. Nous partageons les mêmes valeurs, nous partageons des principes au niveau national, régional et international pour servir nos peuples ainsi que nos pays. Sur le plan économique et commercial, nos deux pays ont des partenaires qui fonctionnent bien. Vous êtes notre deuxième partenaire commercial en Amérique latine et les entreprises de mon pays sont intéressées par le marché mexicain, notamment dans les secteurs clés qui sont l'industrie automobile, des finances, de la logistique et des satellites. Et plusieurs grandes entreprises luxembourgeoises sont aussi implantées au Mexique, comme notre compagnie de fret Cargolux, qui dessert plusieurs fois par semaine Mexico City et Guadalajara. Désolé pour ceux qui sont de là, si j'ai mal dit. Ou notre opérateur de satellite qui travaille sur la capacité de mise en œuvre du programme Mexico Conectado ici au Mexique. C'est dans le secteur des finances que je vois aussi des possibilités de développement. Et on a déjà vu que les relations se sont fortement développées. La place financière luxembourgeoise est aujourd'hui la deuxième plus importante au monde, ce qui est pour les placements de gestion de fonds. Et dans ce domaine notamment, il y a un fort potentiel entre le Mexique et le Grand-Duché de Luxembourg pour les fonds de pension mexicains qui peuvent désormais investir dans des organismes de placement collectif, les UCITS luxembourgeois. La place financière luxembourgeoise est cependant aussi développée dans quelque chose qui me tient à cœur de développer mon groupe, qui est celui de la finance verte. Le Luxembourg Green Exchange constitue la première bourse au monde justement exclusivement vouée à la finance verte. Et je pense que si une coopération entre nos deux pays pourra être renforcée dans ce secteur. Et je me permets de parler de la finance verte car c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et les gens que j'ai rencontrés ici aussi, que ce soit votre président, que ce soit le maire de Mexico City, pour eux l'environnement est quelque chose qui ne doit pas être. Je sais que la plupart d'entre nous, et j'en fais partie, notre objectif, c'est la réélection. Si on est politique, la plupart du temps, c'est pour envie de continuer à être élu à une autre fonction ou en tout cas de rester dans la même politique. Et les décisions que nous prenons aujourd'hui concernant l'environnement ne sont pas nécessairement les plus populaires. Et nous avons aussi une responsabilité par rapport aux générations futures, qui n'ont peut-être pas aujourd'hui le droit de vote. Car les décisions que nous prendrons aujourd'hui auront des conséquences pour eux demain. Et c'est à nous de démontrer que écologie et économie ne sont pas des ennemis. Et qu'on peut arriver à avoir un développement économique tout en respectant certains critères qui semblent contraignants aujourd'hui pour certains et seront normales dans quelques années. Donc je pense qu'il est important de voir comment on peut allier l'un et l'autre. Et mon pays, par exemple,
avec, je vous ai parlé des fonds, à un fonds qui s'appelle Forestry and Climate Change Fund, qui a été créé en 2017 et qui vise justement à soutenir la gestion des forêts en Amérique centrale. Notre collaboration, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, est certes économique et financière, mais elle est aussi politique. Elle est aussi politique et nous travaillons main dans la main dans les grandes institutions internationales et nous croyons au multilatéralisme. Nous croyons à l'échange avec les autres. Nous travaillons ensemble aux Nations Unies, nous travaillons pour l'engagement contre le changement climatique et aussi pour l'agenda 2030 du développement durable. Et je salue vivement l'engagement de votre pays sur la scène multilatérale et aussi pour votre rôle de négociateur dans le pacte mondial pour l'immigration. Et juste pour vous dire qu'en Europe, parce que le pacte mondial de l'immigration, on en a... Je ne sais pas si vous êtes au courant, j'ai mon voisin, la Belgique, qui a son Premier ministre qui est tombé. Parce qu'il a voulu respecter les engagements de son gouvernement par rapport au pacte sur l'immigration. Charles Michel, qui est un ami, aujourd'hui est ministre faisant fonction parce que sa partie a voulu le quitter. Parce qu'il a voulu tirer profit des divisions. Il a voulu expliquer que l'immigration était un problème. Alors que ce sont des solutions globales qu'on a à trouver des solutions. Et je n'ai pas envie que la mer Méditerranée, qui est chez moi en Europe, devienne le futur cimetière. Des gens qui n'ont pas voulu seulement mieux vivre, mais tout simplement aussi plus sûr. C'est une responsabilité commune. Il n'y a pas de solution nationale. Ce sera une solution ensemble, globale, que l'on pourra trouver à ces questions. Et nous avons soutenu dès le début aussi le pacte, y compris au sein de l'Union européenne, nous engageons pour un partage de fardeau aussi entre les États. Nous sommes aussi partenaires au niveau européen. Et permettez-moi d'abord de parler de mon pays avant de parler de vous. Mon pays, je suis Premier ministre maintenant depuis 6 ans. Et une responsabilité politique est celle aussi de vouloir faire avancer ce pays. Et tout à l'heure, j'ai rencontré une sénatrice de Jalisco. Je ne sais pas si c'est bien dit, mais on m'a dit que si je disais que c'était la région où on produisait de la bonne tequila, vous savez tout de suite de quelle région je parle. Votre sénatrice, tout à l'heure, on a parlé ensemble des droits des femmes. Des droits des femmes. Ici, ça semble logique que vous ayez eu maintenant, par la Constitution, une représentation paritaire. Et croyez-moi que ce n'est pas évident dans la tête de chacun. Et dans certains pays du monde, les femmes ont eu juste le droit de vote ou le droit de pouvoir conduire. Et je ne parle pas du siècle dernier. Je parle des derniers mois. Donc au Luxembourg, j'ai voulu aussi une politique en faveur des femmes. J'ai voulu faciliter le fait qu'une femme ne doit pas choisir entre une famille et un travail. On doit favoriser le fait qu'avoir des enfants ne veut pas dire ne plus travailler et se retrouver la plupart du temps dans une situation de précarité en cas de divorce. Et nous avons encouragé les pères à prendre le congé parental aussi et s'occuper des enfants. Nous avons au niveau de l'avortement. L'avortement, la loi au Grand Duché de Luxembourg prévoyait que la femme devait justifier encore avant notre gouvernement, la dernière législature, c'était qu'une femme devait avoir une raison psychique ou une raison médicale pour pouvoir avorter. L'ancien gouvernement a changé la loi en disant que la femme pouvait avorter aussi, mais devait consulter et devait expliquer son choix à une association. Je trouvais des textes pareils pas humains. Pourquoi est-ce qu'une femme devrait expliquer la situation la plus difficile qu'elle va prendre à un inconnu pour justifier le choix? Et donc nous avons changé la loi. Ce choix appartient à la femme qui doit en discuter si elle aimerait avec son mari, mais c'est un choix personnel. Et ce n'est pas à l'État, à moi de dire en tant que gouvernement de quelle manière les gens vont agir.
J'ai changé la loi sur le mariage pour homosexuels. Avec l'ancien gouvernement, nous avions commencé le travail. C'est tout simplement... Vous devez savoir que cette loi n'était pas du fait de vouloir revendiquer quelque chose, mais tout simplement de reconnaître aussi une situation. Est-ce qu'on est conscient du nombre de jeunes qui se suicident car ils n'arrivent pas à accepter leur propre homosexualité? Et quand on vit dans une société, et je tiens à vous dire, et j'ai lu encore ce matin l'article de M. Lozan, qui parlait du Brunei, où des hommes se font lapider s'ils sont homosexuels, où des femmes vont en prison si elles sont enceintes hors mariage. Donc je sais que le Mexique fait partie des pays, et je me le dis, Monsieur le Président, pas pour vous faire plaisir, mais qui ont déjà un pas d'avance sur d'autres pays, sur des questions de société. Je sais aussi que, ne le prenez pas mal, Mexico n'est pas tout le pays. Que Mexico n'est pas tout le pays. Et qu'il y a aussi du travail encore à faire. Et si vous, en tant que législateur, vous n'êtes pas là, ne le prenez pas mal. Décidez quelle forme de vie les gens doivent faire. En tant que sénateur, vous devez être là pour regarder quelles sont les réalités. Et croyez-moi que vos sociétés sont souvent plus avancées que vous le pensez vous-même. Et pour le dire, l'homosexualité n'est pas un choix. Je ne suis pas levé un matin en disant je suis homosexuel. J'ai dû m'accepter moi-même. J'ai eu peur d'en parler. Comment vont réagir la famille? Comment vont réagir les parents? Comment vont réagir mes amis? J'ai dû m'accepter moi-même. Il faut savoir... L'homosexualité, c'est ce que j'ai dit ce matin à la mairie, l'homosexualité n'est pas un choix. L'homophobie est un choix. Nous avons... Nous avons aussi, au niveau de la société, fait des évolutions. Quand on parle d'une société, mon gouvernement a séparé l'Église et l'État. C'était pas encore le cas. Et ce n'a pas été une révolution. Fue una verdadera revolución y más bien una evolución. Y era necesario. Y hablo de estos valores para informarles de esta Europa donde tuve la suerte de nacer. Sí, tuve la suerte de nacer en un continente donde no conocí la guerra. Viví en paz. Hice mis estudios en Luxemburgo, en Francia. También estuve en el Instituto de Erasmus en Grecia. Estudié el derecho durante 11 años y estudié el derecho ortodoxo y marítimo. No lo utilicé todos los días en Luxemburgo, pero así aprendí a conocer los demás. Y hoy el proyecto de paz es también un proyecto de valor. Porque nunca debe olvidar. Hablé de la sexualidad, pero también soy un demócrata. Tenía una abuela rusa, ortodoxa, un abuelo judío, una abuela francesa atea y otros católicos. Así que en mi propio país y en mi territorio, he estado condenado a muerte por el hecho de tener sangre judía, homosexual y demócrata. No olvidemos que la paz es algo que hay que salvaguardar siempre.
Y es para esta Europa abierta, tolerante, donde cada hombre y mujer tiene la misma oportunidad, sin distinción de color, raza o sexualidad. Y en su país, queridos senadores, es un país muy importante para nuestra Unión Europea. Me felicito del acuerdo de principio que fue firmado en abril el año pasado sobre el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y México. Y nuestro país va a apoyar este acuerdo que va a reforzar los vínculos económicos, políticos y culturales entre nuestros países. Y eso es muy benéfico. La Unión Europea es el tercer socio de México. Después del acuerdo de libre comercio de 2008, las inversiones hacia México han triplicado. Y para apoyar el comercio fundado sobre estas reglas. Permítame, cuando hablo de la Unión Europea, abordar un tema que me gusta menos, pero que es la realidad. Y yo mismo fui alcalde de la capital de Luxemburgo, hice muchos matrimonios, pero también fui abogado y me ocupé de muchos divorcios también. Luego el Brexit. Es un divorcio difícil. Algunas personas quisieron hacerme creer que nos separamos y mañana todo estará mejor. Pero hace más de 2 años que discutimos de la salida y no hemos encontrado cómo vamos a gestionar la situación con Gran Bretaña. Y otra vez, y ahí tienen un papel importante, algunas personas durante la campaña electoral dijeron cosas falsas. El día después del referéndum dijeron que había que recuperar un safe news, falsas noticias, un día después en Bruselas. Hoy todo el mundo tenemos que denunciar las falsas noticias que algunos dicen durante una campaña electoral, porque todos tenemos una responsabilidad con relación a los medios de comunicación que hacen su trabajo, y otros que son los pseudo-media que quieren transmitir un falso mensaje. Hay que invertir en el periodismo profesional, hay que denunciar lo que es falso. Y es en su interés, porque algún día sus electores ya no los van a creer, pero creerán lo que vieron en Twitter o Facebook. Ahí tendremos todos un problema. Así que debemos combatir las falsas informaciones. Y con el Reino Unido, la separación sí se está haciendo. Y la gente votó por la separación del Reino Unido de la Unión Europea, pero en realidad mucha gente quería quedarse en Europa. Eso no nos da gusto, pero es triste que sea la separación con Europa. Pero no siempre fue fácil la relación con el Reino Unido, pero es un socio confiable. Y como lo dije, quizás tengo una nostalgia, pero tengo gran respeto por los países que vinieron a liberarnos. Jóvenes británicos, canadienses, americanos, que vinieron a luchar por nuestra libertad. Y muchos ni siquiera saben dónde está Luxemburgo en un mapa, pero vinieron a combatir para nosotros y vinieron a salvarnos. Serán nuestros amigos siempre. Y termino, señor presidente, porque sabemos que los políticos tienen un tiempo muy limitado y usted habrá sido tan diplomático y voy a terminar sobre la cooperación. Mi país es parte de los pocos países con 1% del GNP de invertir en el desarrollo. Y ustedes lo saben todos aquí, la política de cooperación no es popular. La mayoría de sus electores, cuando hablan de cooperación, dicen que ayudan a los otros, no a los nuestros. ¿Qué importa que ayuden a alguien al final del mundo? Pero no, se trata de solidaridad.
Nos preguntamos si vamos a comer caliente o frío y los de África se preguntan si van a comer una vez durante la semana. Y para mí, invertir en la gente, invertir en el potencial humano de unos y otros es la mejor prevención, la mejor estabilidad. Y también nuestro país tiene un programa en África Central donde trabajamos también con Salvador. Es un programa bien definido donde queremos seguir avanzar ahí y su plan de desarrollo del plan de desarrollo de América del Norte para dar una estabilidad en la región. Les voy a dar un ejemplo. En Luxemburgo hemos construido el Cabo Verde, hemos decidido crear una escuela de hoteles, escuela hotelera. Y en el Cabo Verde el turismo se desarrolló. Y todos los que encontraron un empleo son los que tuvieron una carrera en esta escuela hotelera de Cabo Verde. Así que invertir en la gente es para mí la mejor prevención y es mejor que invertir en las armas. Apoyamos también proyectos con México en Salvador para los riesgos medioambientales, con la UNAM, que coopera también con El Salvador, y pudimos intercambiar con el presidente sobre una mayor cooperación en este campo de medio ambiente. Y nos comprometemos también con Centroamérica. Y hemos empezado cooperación con el SICA, el Sistema de Integración Centroamericano basado en San Salvador, y sobre todo para las mujeres empresarias y los grupos vulnerables. Y permítame, señor presidente, porque tuve un intercambio con su presidente sobre los grandes desafíos que van a tener. Y nos habló de la producción. Y me permití hablar de la corrupción con la gente que encontré a nivel nacional y a nivel regional. La corrupción no es únicamente una cuestión de presupuesto. La corrupción es, antes que nada, el hecho de no ser un Estado de Derecho. Un país donde el dinero decide quién tiene el poder y quién tendrá el contrato no es una democracia. Y debo animar a su presidente a luchar contra la corrupción. ¿Cómo explicar a sus ciudadanos, a sus votantes? Vivir en una democracia si el hecho de que cada funcionario va a tener privilegios sobre otros. La corrupción es como un corsario. Si no lo mata desde el principio y el cáncer que representa la corrupción va a ganar. Les deseo a su asamblea, a su presidente, a su gobierno, continuar sus buenas relaciones, tomar el multilateralismo, ser un país tolerante. Les digo también, señor presidente, de lo que escuché regional, donde se acepta a la gente como son. Y compartimos un punto común, señor presidente, entre otros muchos puntos comunes. La diversidad es coloreada, es alegre, la diversidad es pura alegría, la diversidad es riqueza y es nuestro patrimonio cultural, lingüístico, culinario o económico, o religioso, o sexual o político. Ese es el patchwork de una sociedad y esta diversidad es nuestra riqueza. Así que seamos diferentes, pero con el respeto unos para otros. Muchas gracias.